Il suffit d'imaginer un instant la découverte d'un traitement qui fait littéralement fondre les kilos. Sur le papier, c'est le rêve absolu pour des millions de personnes. Ouais, clairement. La balance affiche un chiffre en baisse semaine après semaine, les vêtements deviennent trop grands, enfin, la victoire totale, quoi. Mais le paysage réel de ce qui se passe sous la peau, au niveau cellulaire, ça raconte une toute autre histoire. C'est là que ça devient compliqué, ouais. Exactement. Que se passerait-il si on apprenait que sur chaque kilo perdu grâce à ces nouveaux traitements miracles, près d'un demi-kilo, c'est pas de la graisse, mais du muscle pur et dur qui vient d'être détruit. Et c'est justement la statistique qui fait complètement trembler l'industrie médicale en ce moment. Les données montrent que genre 20 à 45% de la masse perdue par les patients sous ces traitements anti-obésité, c'est de la masse maigre. C'est énorme. Ah ben oui, on regarde le résultat global sur la balance, on crie victoire, mais on ignore totalement la composition de ce résultat en fait. Et c'est ce qui nous amène au cœur de notre exploration d'aujourd'hui pour notre auditoire. Notre mission, c'est de décoder l'avenir des traitements contre l'obésité. Tout à fait. Pour comprendre où va la médecine, on va disséquer une source particulièrement révélatrice. C'est une présentation interne pour les investisseurs datée du 6 mai 2026 pour le premier trimestre. Et elle vient d'une entreprise danoise assez fascinante qui s'appelle Gubra. Ouais, Gubra. Et la lecture de ce document confirme une chose très claire. Le concept un peu simpliste de juste perdre du poids, c'est déjà obsolète. Complètement obsolète. Cette présentation, elle illustre vraiment le passage d'une médecine de la réduction pondérale à une médecine de l'optimisation de la composition corporelle. D'accord. L'enjeu, c'est plus juste d'alléger un corps, tu vois, mais de le remodeler en préservant son intégrité. C'est ce qu'on appelle la préservation musculaire. Et les données de Gubra, elles offrent une fenêtre clinique et financière parfaite pour comprendre ce bouleversement. Mais avant d'entrer dans la chimie complexe de ces futurs médicaments et de comprendre comment ils comptent sauver nos muscles, il faut se pencher sur la machine qui les invente. C'est vrai, c'est important de comprendre qui ils sont. Parce que Gebra ne se présente pas du tout comme un simple labo pharmaceutique classique. Le document utilise le terme de tech bio agnostique en termes de maladie, avec une expertise hyper spécialisée dans les peptides. Ouais. D'ailleurs, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, un peptide, c'est quoi exactement dans ce contexte? Pour simplifier, un peptide, c'est une petite protéine. C'est une courte chaîne d'acides aminés. Et dans le corps humain, ces peptides agissent très souvent comme des messagers biologiques. Ok, des messagers. Voilà. Ils voyagent dans le sang, ils vont se fixer sur les serrures de nos cellules, les récepteurs, pour déclencher ou stopper une action bien précise. L'insuline, par exemple, c'est un peptide. Ah d'accord. Et la spécialité de Gubra, en fait, c'est de concevoir des versions synthétiques ultra optimisées et surpuissantes de ces messagers naturels. Et ils ont manifestement trouvé la recette pour que ça soit extrêmement lucratif, hein. L'entreprise compte plus de 300 employés et leurs chiffres de 2025 ressemblent à ceux d'un titan de l'industrie. Ah oui, les chiffres sont impressionnants. On parle de 2,6 milliards de couronnes danoises de chiffre d'affaires, avec un bénéfice d'exploitation de 2,2 milliards. C'est une marge absolument colossale, quoi. C'est clair. Et quand on regarde comment ils s'organisent pour générer tout ça, on tombe sur une architecture en 3 parties qui est vraiment conçue pour tuer le risque dans l'œuf. En fait, le secteur de la biotechnologie s'est réputé pour sa volatilité. Tu peux passer une décennie sur la recherche, investir des milliards et pouf, tout part en fumée si une molécule échoue en phase clinique. Le fameux coup de poker. Exactement. Et pour contourner ça, Gubra a compartimenté ses activités. Tu as d'abord l'unité Gubra CRO. CRO, ça veut dire Contract Research Organization. En gros, ils louent leurs labos, leurs modèles animaux et leurs matières grises à d'autres entreprises pharmaceutiques pour faire des tests. Donc c'est de la prestation de service, en gros. C'est ça. Ensuite, tu as Gubra Biotech, qui est le vrai cerveau de la recherche et développement en interne. Et enfin, Gubra Ventures. Ah oui, l'unité dirigée par Zoé Johnson. Tout à fait. Et ça fonctionne un peu comme un accélérateur qui attire des capitaux extérieurs pour tester de toutes nouvelles pistes sans jamais puiser dans la trésorerie principale de l'entreprise. En lisant cette structure, j'ai tout de suite eu une image en tête, celle d'un immense empire de la haute gastronomie, tu vois. Ah, vas-y, je t'écoute. La division CRO, c'est le service traiteur haut de gamme. Ils cuisinent pour les mariages des autres, c'est hyper standardisé, ça tourne à plein régime et c'est une vraie machine à cash inépuisable. Ouais, c'est une bonne comparaison. Et du coup, grâce à ce matelas financier de sécurité, la division biotech, qui serait le restaurant 3 étoiles du groupe,
elle peut se permettre d'expérimenter des plats moléculaires hyper risqués sans avoir la pression de fermer boutique si une recette rate. C'est exactement ça. Quant à la branche Ventures de Zoe Johnson, ce serait comme inviter de jeunes chefs extérieurs qui viennent ouvrir des concepts éphémères financés par leurs propres investisseurs. J'adore l'analogie. Et pour que le restaurant étoilé puisse inventer ses nouvelles recettes, à un rythme effréné, il s'appuie sur une technologie propriétaire. Leur plateforme Streamline, Streamline, ouais. c'est le véritable moteur de la boîte. Cette plateforme, elle fusionne l'intelligence artificielle générative et le criblage à haut débit en laboratoire. C'est-à-dire? Bah, L'IA va analyser des millions de combinaisons d'acides aminés pour concevoir un peptide virtuel. Ensuite, ce design est immédiatement synthétisé par des robots en labo et testé physiquement. Et tout est automatisé? Pratiquement, ouais. Et les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, sont réinjectés dans l'IA pour qu'elle apprenne et affine sa prochaine proposition en temps réel. Et le document indique que ce cycle d'itération permet à Gubra de passer d'une simple idée biologique à un candidat médicament prêt pour les essais précliniques en moins d'1 an et demi. 1 an et demi. C'est fou, hein? C'est complètement dingue. Dans le monde pharmaceutique traditionnel, c'est un processus qui prend facilement 5 à 7 ans. Ce gain de temps, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et avec une machine de découverte aussi rapide, ils ont logiquement ciblé l'urgence médicale la plus explosive de notre époque, la crise métabolique. Ouais, les chiffres font peur. Le rapport mentionne une augmentation de 54% du nombre de personnes en surpoids à l'échelle mondiale. Et parmi elles, la moitié franchit le cap de l'obésité sévère avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. La taille du marché est juste évidente. Mais revenons à cette question fondamentale du changement de paradigme. On a commencé l'émission en parlant de ces fameux 20 à 45% de pertes musculaires. Oui, le vrai problème. Voilà, si on se place du point de vue d'un patient en grande souffrance à cause de son poids, le but premier, c'est souvent de s'affiner, de soulager les articulations, de pouvoir rentrer dans ses bêtements. Et c'est sûr, c'est l'objectif immédiat. Du coup, je me demande pourquoi le monde médical tire la sonnette d'alarme avec une telle urgence sur cette perte de masse maigre. Je veux dire, en quoi c'est un désastre biologique de perdre du muscle si on perd aussi des dizaines de kilos de graisse au passage? En fait, il y a une incompréhension généralisée sur le rôle du muscle. On le voit souvent comme un simple tissu mécanique, tu sais, utile pour soulever des trucs lourds ou faire du sport. Bah oui, c'est l'image qu'on en a. Sauf que, biologiquement, le muscle squelettique, c'est le plus grand organe métabolique du corps humain. C'est la principale poubelle à sucre de notre organisme, en gros. Ah, intéressant. Plus tu as de muscles, plus tu peux absorber, brûler le glucose sanguin qui circule, ce qui prévient directement le diabète de type 2. Et en plus, le muscle sécrète ses propres hormones qui régulent l'inflammation systémique. Donc en fait, en détruisant le muscle de ces patients pour les faire maigrir, on détruit littéralement leur métabolisme interne. Exactement. C'est le paradoxe tragique des premières générations de ces médicaments. Le patient est plus léger, le cœur a moins de volume à vasculariser, à court terme, c'est vrai, mais à long terme, on crée un état de fragilité métabolique immense. D'accord. Si le patient arrête le traitement, son métabolisme de base s'est effondré puisqu'il a perdu son moteur musculaire. Résultat, quand il reprend du poids, ce qu'on observe presque à chaque fois à l'arrêt, il reprend en grande majorité de la masse grasse. Et donc, sa composition corporelle est pire qu'avant. C'est ça. Son ratio entre le muscle et la graisse devient bien pire qu'avant, même de commencer le traitement. C'est pour ça que Gubra affirme que les thérapies de demain ne peuvent plus se contenter de faire baisser l'aiguille de la balance. Ils doivent faire quoi alors? Elles doivent cibler les comorbidités associées, améliorer la tolérance et, impérativement, protéger ce fameux capital musculaire. Ce qui fait un cahier des charges extrêmement lourd. Mais l'entreprise a déjà commencé à déployer son arsenal. Le rapport financier détaille 3 molécules en cours de développement, avec un potentiel qualifié de blockbuster. Ouais, le terme consacré. C'est ça, le terme de l'industrie pour les médicaments qui dépasse le milliard de dollars de vente annuelle. Mais ce qui est fascinant, c'est que Gubra n'essaie pas de tout mener seul. 2 de ces 3 molécules sont déjà sous licence avec des géants mondiaux. Et c'est là que le modèle stratégique dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Prenons le premier de ces candidats, le ABB 295. Ok, Il est développé en partenariat avec AbbVie. Il s'agit d'un analogue de l'amyline à longue durée d'action. Alors l'amyline, c'est une hormone qui est naturellement sécrétée par le pancréas en même temps que l'insuline. son rôle, c'est quoi exactement, Sam? Son rôle, c'est de signaler au cerveau que le corps est rassasié et de ralentir la vidange de l'estomac. Juste un petit point de vocabulaire pour qu'on suive bien la chimie pour le coup. Quand on parle d'un analogue de l'amyline, on parle bien d'une version synthétique modifiée, c'est ça? Tout à fait.
L'amyline naturelle, elle ne dure que quelques minutes dans le sang, avant d'être détruite par nos enzymes. Le travail de Gubra, ça a consisté à modifier la structure de la molécule pour la rendre résistante à ces enzymes. Ce qui permet une libération beaucoup plus lente. Exactement. Le ABVV 295 nécessite donc une seule injection hebdomadaire. Et les résultats de la phase 1 sont sans appel. Les patients ont enregistré jusqu'à 9,8% de perte de poids en seulement 12 semaines. Contre 0,3% pour le placebo, je crois. C'est ça. Et ce candidat doit entrer en phase 2 au troisième trimestre 2026. Il y a une ligne de données dans cette étude sur le ABVV 295 qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, je trouve. La cohorte de patients testés, elle était composée à 88% d'hommes avec un IMC inférieur à 30. Ouais, c'est un point crucial. Autrement dit, des hommes en surpoids, mais pas en situation d'obésité massive. En recherche métabolique, cette démographie est connue pour être une des plus têtues. Ah oui, très résistante. Le métabolisme d'un homme légèrement en surpoids, il s'accroche farouchement à ses réserves. Il résiste très fortement à la perte de poids rapide, contrairement à une obésité très sévère où les premiers kilos, l'eau et la graisse viscérale partent plus vite. Tout à fait. Donc, réussir à provoquer une chute de près de 10% du poids total en 3 mois sur ce profil spécifique, c'est une démonstration de force monumentale. Absolument. Cette observation confirme vraiment la puissance pharmacologique de la molécule. Et le deuxième candidat, le BI 34701, il pousse la logique encore plus loin, cette fois en partenariat avec Boehringer Ingelheim. Ils ont monté le niveau là, hein? Ouais, l'ingénierie moléculaire passe au niveau supérieur avec ce qu'on appelle un triple agoniste. Alors le terme impressionne un peu, mais si on le décortique, un agoniste, dans le jargon biologique, c'est comme une clé qui entre dans une serrure, le récepteur cellulaire, et qui tourne pour activer une fonction. Donc un triple agoniste, c'est une super clé conçue pour déverrouiller 3 serrures différentes en même temps. La mécanique, c'est exactement ça. Cette molécule, elle cible simultanément les récepteurs GLP1, GIP et NPY2. Et ils font quoi, ces récepteurs? Le GLP1 et le GIP stimulent la sécrétion d'insuline et réduisent l'appétit, tandis que le NPY2, lui, agit directement sur le système nerveux central pour inhiber le signal de la faim et augmenter la dépense énergétique. Ah d'accord, on tape de tous les côtés. Voilà. L'idée de frapper sur ces 3 interrupteurs en même temps, c'est d'obtenir un effet synergique qui est bien supérieur à la somme de ses parties. Et ce candidat entrera en phase 2 au milieu de l'année 2026. C'est quand même frappant de voir Gubera confier des armes thérapeutiques aussi avancées à des labos externes. Mais bon, la présentation révèle vite pourquoi. C'est une stratégie de financement croisé. Et oui, L'argent généré par ces partenariats massifs sert à financer entièrement leur programme interne, le vrai joyau de la couronne qu'ils gardent jalousement pour eux. c'est la pépite de l'entreprise. Et ce programme s'attaque frontalement au cœur du problème dont on discutait, la destruction du muscle. C'est le grand pari de Gubera. Le projet est désigné sous le code GUB UCN2. On parle ici d'un analogue d'un peptide très spécifique, l'urocortine 2. Et comme pour les autres, il est conçu pour durer une semaine entière avec une seule injection. Ok. Sa fonction, c'est d'agir comme un agoniste ultra sélectif du récepteur CRHR2. Et c'est la spécificité de ce récepteur en particulier qui change toute la donne scientifique par rapport à ce que le marché connaît actuellement. C'est vrai que le document insiste lourdement sur ce récepteur CRHR2, mais comment ça fonctionne concrètement? Parce qu'on a un peu l'impression de lire de la magie quand on voit que ça sauve le muscle. Que se passe-t-il dans le corps quand cette molécule s'accroche à ce récepteur? Alors, il n'y a pas de magie, hein. C'est juste une cascade de signaux intracellulaires qui est très complexe. Les récepteurs CRHR2 sont très présents à la surface des cellules du muscle squelettique. D'accord. Quand tu subis une perte de poids rapide, ton corps panique. Il déclenche des voies cataboliques, c'est-à-dire qu'il commence littéralement à manger ses propres protéines musculaires pour survivre. Le mode survie classique. Voilà, l'activation du récepteur CHR2 par le GUBU-CN2 vient bloquer ce signal de panique. Et mieux encore, la molécule envoie un ordre inverse au noyau de la cellule musculaire. Un ordre de construction? Exactement. Elle stimule les voies anaboliques. Elle ordonne aux muscles de synthétiser de nouvelles protéines et de s'hypertrophier. Et ça, même en situation de déficit calorique majeur. C'est fou. Les résultats précliniques qui sont rapportés sont d'ailleurs vertigineux. Gubra a pris des rats obèses et leur a administré du sémaglutide, qui est le traitement phare actuel du marché. Le fameux, Comme on pouvait s'y attendre, le sémaglutide a fait fondre la graisse des animaux, mais ça a aussi rongé une grosse part de leur masse musculaire.
Mais l'expérience a pris un tournant spectaculaire quand ils ont ajouté le gubucn2 au traitement. Ah ouais, les résultats sont incroyables. Non seulement la molécule a stoppé l'hémorragie musculaire, mais elle a induit une restauration complète de la masse maigre qui avait été détruite par le sémaglutide. La perte musculaire a été totalement effacée. Et tu sais, l'action du récepteur CHRH2 ne s'arrête même pas aux fibres musculaires. L'analyse des tissus a révélé des effets cardio-rénaux exceptionnels. C'est-à-dire sur le cœur et les reins. C'est ça. En clair, le JUB-UCN2 améliore considérablement le débit cardiaque en optimisant la force de la pompe sanguine. Et du côté des reins, les données montrent une réduction du remodelage fibrotique. Ça protège l'organe des dommages liés à l'obésité. Ah oui, c'est ultra complet. Tout ça en augmentant la sensibilité globale du métabolisme à l'insuline. Tu sais, il y a une métaphore qui illustre super bien cette révolution, surtout quand on compare l'ancienne et la nouvelle génération de médicaments. Vas-y. Imaginons qu'un corps obèse soit une vieille bâtisse un peu surchargée. Les traitements de première génération, c'est une équipe de démolition sauvage. Ouais, ils cassent tout. Ils entrent, ils abattent les murs inutiles qui représentent la graisse. Le travail est hyper rapide, la maison est visiblement plus petite. Mais le problème, c'est qu'ils travaillent à la masse et ils finissent par fissurer les murs porteurs de la maison, nos muscles. Ce qui fragilise tous l'édifice. Exactement. Au premier coup de vent extérieur, la structure entière menace de s'effondrer. Mais le gubucn2, lui, il agit comme une équipe de maîtres d'œuvre hyper pointus qui interviendrait en plein milieu de la démolition. J'aime beaucoup l'idée. Et le génie de cette équipe de maîtres d'œuvre, c'est qu'ils ne se contentent pas de colmater les brèches. Pendant que la graisse disparaît, ils injectent littéralement du béton armé dans les murs porteurs pour augmenter la densité musculaire. C'est beau. Et ils en profitent même pour refaire entièrement la plomberie du bâtiment, en nettoyant les reins, et ils installent un système électrique surpuissant pour optimiser le cœur. Le corps qui ressort de ce chantier, il n'est pas seulement plus léger sur la balance, il est biologiquement blindé. Le grand défi maintenant pour Gubra, ça va être de prouver que cette architecture métabolique fonctionne aussi parfaitement chez un être humain que dans une cage de labo. C'est l'étape fatidique. Les prochains mois s'annoncent critiques. Le document indique que le feu vert a été obtenu pour lancer un essai clinique de phase 1 et 2A au second semestre 2026. Ouais, l'étude va regrouper environ 188 participants. L'objectif, ce sera de mesurer la tolérance, bien sûr, mais l'attention du monde médical entier sera vraiment rivée sur l'évaluation des volumes et de la fonction de la masse musculaire. Avec le GUB-UCN2 administré seul et en combinaison. Voilà, c'est vraiment le test ultime. Cette étape clinique, c'est le véritable test de vérité de leur hypothèse, quoi. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble de ces documents financiers, pour moi, l'information capitale, elle réside pas dans les milliards générés, ni dans les détails contractuels avec AbbVie ou Boehringer. Non, c'est plus profond que ça. Le message de fond, c'est vraiment l'acte de décès officiel de la médecine axée sur le poids brut. L'industrie passe à un niveau d'exigence bien supérieur, où on traite enfin le métabolisme comme un système interconnecté. La survie d'un organe, comme le muscle, devient une priorité complètement égale à la disparition du tissu adipeux. Et ce qui force l'admiration quand on y pense, c'est la cohérence stratégique globale de cette entreprise. Ils ont identifié une faille thérapeutique majeure, la perte musculaire, et ils ont mobilisé une infrastructure technologique totalement inédite pour la combler. C'est ça. La vélocité de leur IA, couplée à ce fameux modèle économique où le service traiteur finance l'exploration gastronomique, ça leur donne une agilité fascinante face aux géants souvent un peu sclérosés de la pharmacie traditionnelle. Ils peuvent avancer très vite. Ils peuvent avancer leurs pions sans risquer la banqueroute au premier revers, c'est brillant. L'articulation entre une vision biologique d'avant-garde et une gestion du risque industriel aussi impitoyable, c'est très rare en fait. Gubra ne subit pas du tout cette transition médicale, l'entreprise en dicte le rythme en fournissant elle-même les molécules qui vont permettre ce changement d'air. En analysant toute cette trajectoire, il y a une dernière réflexion qui s'impose, je trouve, et elle dépasse très largement le cadre strict de l'obésité pour le coup. Ah, Anjali, je t'écoute. Si on s'arrête juste un instant sur le potentiel fou du GUBUCN2, on parle d'un peptide capable de provoquer la synthèse de protéines musculaires, d'augmenter le débit du cœur et de protéger la fonction rénale, le tout avec une simple injection sous la peau une fois par semaine. C'est un profil incroyable. Il est inévitable de se demander combien de temps ces découvertes resteront confinées aux cliniques de traitement du surpoids, combien de temps s'écoulera avant que la gériatrie, par exemple, ne s'en empare pour combattre la sarcopénie. Tu sais, cette fonte musculaire inexorable qui rend nos aînés si fragiles. Ah oui, c'est une piste évidente.
Ou même plus provocateur encore, que se passera-t-il le jour où ces molécules s'échapperont du circuit médical pour devenir l'outil ultime d'amélioration des performances physiques pour la population générale? Le dopage du futur ou l'optimisation humaine? Exactement. Aujourd'hui, la science répare les fondations fissurées d'une maison malade, mais rien ne l'empêchera demain de décider d'utiliser ces mêmes plans pour construire des forteresses pour absolument chacun d'entre nous. Gardons l'œil bien ouvert sur ces évolutions, la définition même de la santé est en train d'être réécrite.